le second débat de ce Sens Public, le dernier en direct de la saison. On a décidé de se projeter vers l'année politique, la prochaine année politique, les grandes dates, les personnalités à suivre. Nos éditorialistes de la saison prochaine ont fait leur choix. Ils vont nous les présenter dans 2 minutes. Mais d'abord, on jette un coup d'œil dans le rétroviseur en prononçant la dissolution 9 juin 2024. Emmanuel Macron voulait clarifier la situation politique. 13 mois plus tard, je crois que je prends aucun risque éditorial en disant que c'est raté. Jérôme Rabier. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. C'était la surprise du chef de l'État. Au soir d'élections européennes où le RN sort largement en tête, Emmanuel Macron annonce renvoyer les Français aux urnes. Branle-bas de combat dans tous les camps. À gauche, c'est l'alliance du nouveau Front populaire. À droite, le chef des LR, Éric Ciotti, choisit de sceller un pacte avec le RN, quand l'ex-majorité tente de sauver les meubles d'une dissolution qu'elle n'a pas souhaitée. Bilan, au soir des résultats, 3 blocs sans majorité. Faute de clarification, Emmanuel Macron joue la montre. Il laisse passer l'été olympique et les camps avancer leurs candidats. Début septembre, nouvelle surprise, c'est Michel Barnier qui est nommé Premier ministre, marquant le retour aux affaires des LR, alliés de circonstance avec le bloc central. Vous m'avez donné non pas des leçons, hein. Enfin les enseignements, même si ça n'a duré que 8 mois, que l'on apprend quand on est Premier ministre. Ça va me être très très utile. Michel Barnier fera encore plus court à Matignon. 3 petits mois et puis s'en va, balayé par une motion de censure. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. Il est remplacé par un autre vieux routier de la politique française, le Béarnais François Bayrou, allié de la Macronie depuis 2017 et qui mesure la tâche à accomplir. Je n'ignore rien de l'Himalaya qui se dresse devant nous. Pour ne pas subir le même sort que Michel Barnier, François Bayrou obtient des socialistes une non-censure sur le vote des budgets en échange d'engagement, comme un possible retour sur la réforme des retraites avec le lancement d'un conclave. Nous sommes dans l'opposition, mais nous avons aussi signifié notre ouverture au compromis. Le RN lui aussi temporise, bloqué par l'agenda judiciaire de sa chef de file. Fin mars, Marine Le Pen est condamnée dans l'affaire des assistants parlementaires européens. 4 ans de prison, dont 2 fermes, mais surtout une inéligibilité de 5 ans avec exécution provisoire qui la priverait de candidature à la présidentielle. Le système a sorti la bombe nucléaire parce que nous sommes sur le point de gagner les élections. Faute de majorité, François Bayrou avance pas à pas au Parlement, principalement en s'appuyant sur des initiatives parlementaires, narcotrafic, loi du plomb sur l'agriculture, réforme électorale à Paris, Lyon et Marseille. Mais le Premier ministre le sait, ce sera comme pour Michel Barnier, sur le prochain budget qu'il jouera sa survie à son poste. Au 15 juillet, il dévoile enfin son plan, plutôt massif. Un effort, je vous épargne le calcul que nous avons défini depuis longtemps, au moins à hauteur de 40 milliards d'euros. En l'état, les oppositions promettent la censure au Béarnais quand viendra l'heure d'examiner son budget, laissant planer l'incertitude sur la suite. Et pour ce dernier débat en direct de la saison, on a donc décidé de vous présenter les éditorialistes qui vont m'accompagner sur ce plateau à partir du mois de septembre. Il y aura Tam, Tranui évidemment, directrice adjointe de la rédaction de Public Sénat, mais alors également présentatrice des questions au gouvernement et le couteau suisse de la rédaction. Je fais très bien le ménage aussi. Ouais. Je sais que ça vous adorez quand je présente comme ça, donc c'est pour ça que je le fais. Non, vous suivez surtout la vie politique, la vie parlementaire depuis une quinzaine d'années. Yael Gauze, heureux de vous accueillir. Bonsoir, vous êtes déjà venu sur ce plateau comme invité. Vous êtes chroniqueur politique sur France Inter, ancien chef du service politique de France Info et de France Inter. Et puis on va rappeler l'un de vos livres qui tombe pile poil, Les étés meurtriers, les politiques ne prennent jamais de vacances. Je pense que ça vaut pour cet été. C'est publié chez Plomb. Il y aura des chapitres à rajouter. Oui, il y aura quelques chapitres à rajouter. Mickaël Darmon, éditorialiste politique. Bonsoir Mickaël, qui est à votre place depuis quelques semaines. Vous suivez vous aussi la vie politique depuis de nombreuses années, auteur de plusieurs essais sur les coulisses du pouvoir. Et puis vous avez aussi été correspondant au Proche-Orient pour plusieurs médias européens. Et alors il y a ceux qui sont en duplex, je n'ose dire en vacances, parce que c'est pas très sympa. Anne-Charlène Bézina, bonsoir Anne-Charlène, bienvenue à vous.
Votre mine vous trahit un petit peu quand même. Constitutionnaliste, maître de conférence en droit public, autrice avec Thomas Negaroff de 5e République, anatomie d'un régime en crise, aux éditions Les Arènes. Merci de prendre quelques minutes, 3 quarts d'heure de votre temps pour participer à ce débat. Et Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir Jean-Sébastien, fondateur, directeur de la publication du site Atlantico depuis 2010. Et puis je vais rappeler que vous avez été, et ça nous rappelle un souvenir commun, bonsoir, le rédacteur en chef, l'un des rédacteurs en chef du magazine 7 à 8 sur TF1. Ça ne nous rajeunit pas, mais ça nous rappelle quelques bons souvenirs. Alors je vous ai donc demandé à tous les 5 de choisir un événement et une personnalité qui vont marquer la prochaine saison 25-26 de septembre à juillet prochain. 10 en 45-50 minutes, c'est un défi. Je ne sais pas si je vais réussir à le tenir, mais on va essayer. Vous avez choisi, Tam, les municipales. C'est évidemment le premier scrutin de la saison prochaine, mars. On n'a pas encore les dates précises, mais c'est le mois de mars. Pourquoi cet événement? Qu'est-ce qui vous semble marquant? Bon, alors déjà, bien sûr, c'est un scrutin important pour les administrés qui vont choisir leur élu préféré. C'est un choix d'abord local, mais ça ne vous aura pas échappé que c'est placé quand même à 1 an de la présidentielle. On ne pourra pas s'empêcher d'avoir une petite analyse du scrutin municipal comme potentiellement annonciateur de la suite. Et d'ailleurs, à ce titre, il y aura plein de questions qui vont se poser sur est-ce que LFI va enfin réussir à s'ancrer localement sur les territoires qui l'élisent habituellement aux législatives. Est-ce que le RN va poursuivre sa conquête dans la dynamique de ce que l'on a vu aux législatives? Est-ce que les écologistes vont réussir à conserver les fiefs conquis lors de leur dernière percée au municipal? J'observe en tout cas que c'est un scrutin qui est déjà dans toutes les têtes et on ne se refait pas, notamment dans les textes au niveau parlementaire, puisque je vous rappelle que le dernier texte qui a été examiné lors de cette session, c'est le texte sur Paris-Lyon-Marseille pour une réforme du scrutin tendu, pour les municipales. C'était extrêmement tendu, l'objet d'ailleurs d'un affrontement quasiment entre François Bayrou et le Sénat. Et quel est le premier texte qu'on va avoir au mois de septembre, le 23 septembre au Sénat très exactement? C'est un texte sur le statut de l'élu. Donc c'est un texte, vous voyez, un peu de calinothérapie pour les élus qui, pour certains, c'est vrai, en ont gros sur la patate. Alors c'est vrai que si on regarde les résultats des dernières élections, donc européennes et législatives, on a quand même un Rassemblement national qui a démontré à la fois son maillage et sa puissance. Les élections municipales, c'est plutôt un scrutin difficile pour le RN. Oui. Il peut faire mentir cette tradition. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a presque 2 mondes parallèles, 2 univers qui ne se rejoignent pas entre le national et le local. Vous remarquerez à chaque fois que dans le local, on retrouve souvent un affrontement très classique, gauche-droite, gauche républicaine, droite républicaine, PS, LR, ça bouge pas beaucoup, alors que ces 2 partis-là qui ont été au cœur du bipartisme ou des alternances pendant 50, 60 ans sous la Ve République ont tendance à être très effacés et à être minorés au niveau national dans les élections nationales. Et pour le RN et LFI, c'est l'inverse. C'est-à-dire que leur cœur de métier, j'ai envie de dire, c'est les élections nationales. Pour le RN, on verra évidemment s'il y a quand même des conquêtes possibles. Je pense à la ville de Nîmes, évidemment Perpignan, qui est déjà dirigée par le RN. Mais hormis ces quelques grandes villes-là, c'est pas forcément un scrutin gagnant-gagnant pour eux. Je me tourne vers Jean-Sébastien Ferjou parce que l'une de vos marottes, Jean-Sébastien, c'est la passion des cartes électorales, des circonscriptions. Ah oui, quand on devient éditorialiste, on révèle un certain nombre de secrets. Voilà, préparez-vous. Et donc, vous avez dû regarder ça de près. Il y a des villes qui pourraient élire pour la première fois, des grandes villes, un maire RN pour vous ou pas forcément? Ça peut être au contraire un scrutin d'affaiblissement. Mais je pense que les villes, effectivement, elles ont été citées. Ça peut être Nîmes, mais ça peut être des villes essentiellement peut-être dans le sud-est plus qu'ailleurs, parce que le RN est relativement handicapé dans toutes les petites et moyennes villes, parce que ça reste un choix qui est assez polarisant. Et il y a beaucoup de petites villes, même des villes moyennes, même des villes qui peuvent être de 10 000, 15 000 habitants, qui ont des difficultés à créer des listes, à recruter des gens qui aient envie de se présenter. Donc l'étiquette RN, elle est lourde à porter dans ce type de contexte-là, alors que évidemment dans des très grandes villes ou dans des villes où le Rassemblement national est très fort, où il peut avoir des députés, c'est plus simple. Mais effectivement, je pense que les municipales ne sont pas une élection très favorable au Rassemblement national. Et souvenez-vous des régionales qui avaient précédé les dernières présidentielles. On s'attendait à une très forte vague à l'époque du Rassemblement national et ça n'avait pas du tout été le cas parce qu'il y a un problème d'implantation territoriale de ce parti. Et quand on regarde leur fédération départementale, par exemple, bien souvent, elles ont très peu de militants.
il y a un bout du travail, en quelque sorte, qui n'a pas encore été achevé par ce parti. Anne-Charlène, vous nous faisiez signe, donc je vous donne la parole. Mais attention, si tout le monde prend la parole sur tous les thèmes, on ne va pas réussir à traiter les 10. Mais allez-y, je vous écoute. Un petit mot très court pour expliquer peut-être un peu ce problème d'implantation locale du RN, c'est que en localité, surtout sur les municipales, on fonctionne par coalition. C'est-à-dire que les couleurs politiques se diluent un petit peu. Vous avez des divers droites avec des divers gauches. Tout le monde travaille un petit peu ensemble et c'est très difficile à faire avec un RN justement qui lui reste toujours un peu chimiquement pur parce qu'il a du mal avec les coalitions. Donc je pense que ce qu'il faudra surveiller aussi au municipal, c'est si certaines alliances sautent un petit peu comme ça a été le cas pour les provinces espagnoles où, en réalité, les partis plus à droite ont fait sauter les premières digues en se coalisant avec certains autres partis de droite. Donc, il faudra surveiller ça aussi. Ouais. Alors, on choisit un autre événement. Alors, vous auriez pu tous... vous a demandé une liste de personnalités, d'événements. Comme ça, ensuite, moi, j'ai fait mon marché. J'ai pu essayer de donner une cohérence à tout ça. Vous auriez pu tous choisir, évidemment, le procès en appel de Marine Le Pen pour l'affaire des assistants parlementaires européens du RN. Michael, c'était votre choix. Alors, je crois que c'est à la rentrée qu'on va connaître les dates de l'audience. Déjà, c'est début septembre qu'on saura à quel moment le procès aura lieu. Vous nous dites quoi, que ça va être une sorte de coup d'envoi de la campagne présidentielle, on peut dire ça comme ça ? Oui, parce que d'après ce que l'on croit comprendre dans le premier calendrier, en tout cas qui avait été mentionné, en tout cas par aussi de la justice, c'est que ce serait plutôt sur juillet qu'on aurait 2026 qu'on aurait la décision finale. Donc en juillet 2026, ça va donner, en fonction des résultats, effectivement, le coup d'envoi du casting. C'est-à-dire que la question on va savoir maintenant, à partir de la décision, quelle attitude va choisir Marine Le Pen en fonction du résultat. Là, en ce moment, elle fait comprendre qu'elle ira quoi qu'il arrive, parce qu'elle est dans une logique aussi de vouloir contrer les velléités, en tout cas ou les ambitions de Jordan Bardella. Mais après, quand il faudra décider vraiment, si elle est une fois de plus mise sur la touche, inéligible de façon sévère, c'est-à-dire avec une exécution provisoire, et quelle sera donc effectivement cette décision, la décision du parti, est-ce que c'est le plan B qui va se mettre en place? Ce sera différent à ce moment-là, parce que si, supposons que ce soit Jordan Bardella qui reprenne le flambeau, on n'est pas dans la même configuration. Vraisemblablement, ça déclenchera une forme de recomposition des droites qui viendront tous essayer de tirer un bout de la couverture et un bout du carburant électoral du RN. Et si c'est Marine Le Pen, alors, dans ces cas-là, on verra comment ça va se passer aussi à l'intérieur du parti. Donc ça peut être quoi, début de l'été 2026? À mon sens, d'après ce que l'on comprend, début d'été 2026, on aura une décision. Et donc, ça va aligner les positions et déclencher effectivement tous les processus politiques. Il y a d'autres, Anne-Charlène, je reviens vers vous, parce qu'il y a d'autres procédures qui visent le RN en France ou en Europe d'ailleurs, le RN et ses alliés au niveau européen. La ligne de défense depuis des mois, c'est quoi? C'est haro sur les juges, avec une dimension politique qui est quand même intéressante à décoder. Alors, c'est la grande question de cette mutation du parti. En fait, on a repris ici, dans cette logique de défense, un logiciel qui est très jean-mariniste, en fait. C'est-à-dire que depuis 88, les recours Front National contre les juges sont foison, en fait. C'est leur manière de se défendre. Mais ce qui est assez original, c'est que là, on a affaire à un parti qui vraiment devient, en stratégie de la cravate, un parti qui se prétend parti de gouvernement et qui pourtant ne change pas cette logique anti-juge. On l'entendait dans le sujet qu'on a passé. Le système a sorti la bombe nucléaire, donc on est encore dans cette attaque du système et on va se demander combien de temps ça va durer. Est-ce que Jordan Bardella, s'il est choisi comme numéro 2, justement, pourra continuer avec ça? Ça va vraiment être la question de l'année, je pense. Ça va être intéressant. Il y a un mot rapide. Avec des paradoxes énormes quand même, parce qu'on a vu Marine Le Pen avoir recours, et elle a perdu son recours pour l'instant devant la Cour européenne des droits de l'homme pour condamner la justice française pour une exécution provisoire d'inéligibilité qui porterait préjudice aux citoyens et à la candidate qu'elle veut être, alors que cette CEDH, elle a passé des années à la conspuer en disant qu'il fallait en sortir, que c'était une humiliation pour la France, etc. etc. Il n'y a pas de complexe quand il faut recourir au droit contre la politique, elle y va, Marine Le Pen. Effectivement, avec la question que vous commenciez à poser, Jordan Bardella, qui se prépare déjà, en tout cas juste après la condamnation de Marine Le Pen, évidemment, il était sur les tréteaux, manifestation de soutien. On est le 6 avril et il parle de cette provocation des juges. Cette décision judiciaire injuste et scandaleuse prononcée contre Marine et visant à l'éliminer de la course à la présidentielle est d'abord une attaque directe contre la démocratie, une blessure pour des millions de Français patriotes. Ce n'est pas seulement absurde et révoltant, c'est une provocation face à laquelle il nous appartient de défendre notre honneur
et de défendre jusqu'au bout notre innocence. Donc là, on est le 6 avril, mais depuis, Tam, il y a eu quand même un chaud et froid quoi, dans le binôme Bardella-Le Pen. Il y a eu une interview de Marine Le Pen où elle laissait la porte ouverte à Jordan Bardella. Et lui, on a quand même plus l'impression que maintenant, il se prépare, quoi. Oui, puis il y a eu aussi un moment où elle a dit que Jordan Bardella, par exemple, sur la Nouvelle-Calédonie, n'était pas du tout à la hauteur et qu'il ne pouvait pas maîtriser absolument tous les dossiers. Marine Le Pen, moi j'ai quand même le sentiment que, même si tout le monde a compris qu'il y avait un plan B comme Bardella, elle est quand même en train de ne pas vouloir lâcher la place. Et d'ailleurs, c'est la partition qu'elle a jouée depuis hier pour dire la motion de censure, c'est du sérieux. S'il y a une dissolution, je me représenterai quand même. Quand elle dit j'irai jusqu'à présenter une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité pour contester l'exécution provisoire de ma peine d'inéligibilité. Donc elle est quand même en train de dire, en tout cas, tout ce que je dis actuellement, c'est du sérieux et essayer d'anticiper sur l'année prochaine pour dire, là encore, je suis tout aussi motivée. Jean-Sébastien, votre avis là-dessus, parce que quand on regarde les sondages de popularité, Bardella-Le Pen, c'est à peu près au même niveau, d'ailleurs. Souvent, Jordan Bardella un peu au-dessus depuis quelques mois, mais ça ne se transforme pas forcément en électeur au moment d'une présidentielle. La question que tout le monde va se poser si Marine Le Pen est empêchée de se présenter, c'est est-ce qu'il a les épaules, votre avis? Est-ce que Bardella sera un des personnages majeurs de la prochaine saison? La question, c'est surtout, est-ce que les électeurs penseront qu'il a les épaules? Parce qu'il reste très jeune et on voit bien que le vote Rassemblement National repose sur une logique de contestation, une envie de renverser le système, de changer le système, d'où la rhétorique, d'ailleurs même avec la stratégie de la cravate, d'où la rhétorique qui reste quand même toujours assez anti-système. Maintenant, quand les Français votent, ils votent en se projetant vers l'avenir. C'est-à-dire qu'un sondage, c'est une chose, parce que je crois que beaucoup de gens ont aujourd'hui compris que répondre à une question dans un sondage, ça produisait des effets politiques immédiats. C'est-à-dire que si vous publiez un sondage, même 2 ans avant une présidentielle, disant cette fois-ci Marine Le Pen pourrait être à 51%, ça produit des effets politiques. Et donc je crois qu'il y a une forme d'intelligence comme ça de l'utilisation de cette démocratie médiatique du quotidien qui s'est installée en France. Une élection dans les urnes, ça reste encore autre chose. Nous sommes un pays, vous savez, où quand on regarde les chiffres de l'INSEE, qu'on prend les transferts sociaux au sens large, c'est-à-dire en intégrant le coût du système de santé, des écoles, etc., il y a 70% des Français qui reçoivent plus de l'État qu'ils n'y contribuent. Et dans un pays comme ça, moi je crois qu'il n'y a pas d'aventure politique. Et le Rassemblement National, et peut-être Jordan Bardella un peu plus, parce que précisément il manque d'expérience, il n'a pas vraiment d'autres expériences, il a été président du Rassemblement National, ça continue à représenter une forme d'aventure politique. Alors on vous a demandé de choisir des personnalités qui vont marquer la prochaine année politique. Par exemple, Dominique de Villepin. Mais qui a choisi Dominique de Villepin? On l'écoute d'abord. J'ai 3 enfants, je regarde la jeunesse de ce pays. Cette jeunesse, elle a déjà été par 3 fois sacrifiée. La dette, sans doute jamais de retraite, la dette écologique. Donc il y a un sacrifice qui est fait de nos enfants. Et ça, je ne l'accepte pas. Notre génération et moi, quel que soit mon âge, mon premier devoir, c'est de faire en sorte d'apporter jusqu'au bout la contribution qui est la mienne. Dominique de Villepin veut apporter sa contribution et je me tourne vers Anne-Charlène Bézina, puisque c'est vous, Anne-Charlène, qui l'avez choisi avec un décodeur, vous qui parlez peut-être le Villepin couramment, ça veut dire qu'il fera tout pour être candidat à la présidentielle, tout simplement. Alors, c'est vrai qu'il faut décrypter du Jean-Michel à peu près quand même quand on lit du Dominique de Villepin, parce qu'il est candidat, mais pas trop quand même. Hein. Il sait pas forcément se placer. Mais moi, je crois que c'est la personnalité à suivre, parce que ça peut être un peu le Beppe Grillo de l'Italie, c'est-à-dire ce fameux trublion qu'on n'attendait pas, étant donné qu'il a des paroles un peu rassurantes pour la gauche. On le voit d'ailleurs dans les sondages des sympathisants de gauche, il caracole en tête. Mais il peut aussi rassurer une forme de droite un peu régalienne, étant donné qu'il a été au pouvoir, qu'il a ce caractère un petit peu vieille France qu'on lui prête aisément. Je rajoute aussi un point, c'est qu'en fait il a une revanche à prendre, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'à la fin de Matignon, il a eu un caillou dans la chaussure qui s'appelle Nicolas Sarkozy, qui l'a empêché un petit peu de réaliser son rêve. Donc je pense qu'il y a toute cette idée d'un destin non réalisé qui pourrait permettre quand même qu'on ait une candidature assez intéressante à regarder, avec en plus tout le système y passe, hein, il n'y aurait plus de président de la République depuis Georges Pompidou, à mon avis, en date, si on l'écoute. Donc, vraiment quelque chose d'intéressant à suivre.
Avec effectivement cette haine cuite et recuite entre Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy. Je me souviens d'une discussion quand il était encore à Matignon. Il suffisait de prononcer les mots Nicolas Sarkozy et on avait 20 minutes de diatribe ininterrompue de Dominique de Villepin. Un Dominique de Villepin qui a quand même été nommé à Matignon par Jacques Chirac il y a 20 ans. Il aura 72 ans, j'ai vérifié, en novembre prochain. Alors, je vais rentrer l'année prochaine dans le club des Sexas, donc je ne vais pas pratiquer le jeunisme. Mais quand même, pas mal. Est-ce qu'il peut représenter, Michaël Darmon, l'avenir de la France ? En tout cas, il incarne un discours qui est très entendu, effectivement en partie à gauche, parce qu'en fait, il représente quelque part ce discours du Sud. Il représente aujourd'hui, parce que c'est comme ça qu'il a créé son espace politique. Pas du sud de la France. Du sud de la France, du sud global. Du sud global, ce qu'on appelle, c'est-à-dire effectivement cette autre partie de la planète qui considère qu'il n'y a pas que l'Occident. Les anciens non-alignés, un peu. Exactement, c'est l'ancien non-aligné. Il a commencé sa campagne lors d'une très longue émission face à Louis Plenel dans la bibliothèque du Quai Branly, où pendant 25 minutes, et vraiment je vous encourage tous à la regarder, elle est très intéressante, c'était il y a 5-6 mois, pendant 25 minutes, il expliquait pourquoi il fallait qu'il soit un candidat à l'élection présidentielle et quelles étaient les raisons géopolitiques. Ça, c'est la première des choses. Et puis, effectivement, il veut représenter, et c'est comme ça qu'on le comprend, il veut couvrir cet espace qui va de la gauche à la droite régalienne que représentait quelque part Jacques Chirac, c'est-à-dire nous ne sommes pas dans une logique alignée. Et donc, il est dans cette préparation. Il a construit son petit parti pour pouvoir justement aller récupérer des signatures. Et il est en négociation, on se laisse dire en ce moment, avec même un certain Aurélien Pradier qui pourrait le rejoindre. Si les discussions aboutissent, en tout cas c'est ce qui se dit dans les coulisses en ce moment de la vie politique française. Et donc, il est effectivement, et Anne-Charlène a raison, je pense que c'est quelqu'un qu'il faudra regarder pour voir dans quelle mesure il réussira à construire sa revanche. Oui, alors vous avez choisi, Yael, un autre ancien Premier ministre, c'est Édouard Philippe. Alors lui, il est officiellement candidat à la présidentielle, il ne se cache pas, et il enchaîne déjà les meetings, tiens, comme ici à Marseille, c'était en mai dernier. Mais moi, je ne suis pas là pour défendre la pureté de la droite française. Je suis là pour défendre la France. Je suis là pour défendre les Françaises et les Français. Alors, à tous ceux qui se demandent si nous sommes assez de droite, assez populaires, assez en même temps, je retourne la question. Êtes-vous prêts à travailler avec nous pour construire un grand projet d'ordre dans la rue, dans les comptes, de justice par le travail et le mérite, de prospérité par l'innovation et la jeunesse, de citoyenneté exigeante et de puissance nationale? Édouard Philippe qui connaît quand même un léger, et encore je suis peut-être un peu gentil, trou d'air dans les sondages. Yael Gauze, qu'est-ce que vous pensez de sa stratégie? Comment vous l'analysez? C'est une stratégie du temps long, et est-elle adaptée au temps court et aux urgences que l'on vit en ce moment? C'est-à-dire qu'il a voulu le faire à la Chirac, le Tour de France des préfectures et des sous-préfectures. Quand il rentre dans sa mairie du Havre, il a une carte de France, il met une petite aiguille partout où il est passé. Donc c'est bien, il structure. Alors pour le coup, il a un vrai parti structuré, il a son groupe à l'Assemblée. Mais aujourd'hui, rien que sur le budget, sa réaction un petit peu décalée par rapport à ce qu'on appelle le socle commun, quand il dit que ce plan-là ne réglera aucun problème s'il n'y a pas de réforme de structure, est-ce que c'est à double tranchant? Parce qu'on a envie de lui dire, Édouard Philippe, dis-nous quel est ton plan. Mais oui, cette grande réforme, cet effet waouh là qu'il nous promet. Il ne peut pas, sinon il casse sa stratégie du temps long. Donc est-ce qu'elle est encore adaptée? Comment tenir la distance? Il y a eu le coup de colère, je suis en colère, la une du Point de mémoire au printemps, puis son livre le prix de nos mensonges. Très bien, mais ça c'est encore du constat. Mais d'ailleurs, on peut considérer, pardon de vous interrompre, que François Bayrou, il est sur son terrain. Le moment de vérité, c'est du Édouard Philippe dans le texte. Et lui, qui était perçu comme immobile, se met à gérer des urgences. Vous voyez, donc, comment tenir la distance, à part envoyer des cartes postales régulièrement, jusqu'au municipal, mars 2026 au Havre, on risque de rester sur notre faim sur quel est votre programme, monsieur Philippe. Je veux bien entendre Jean-Sébastien Ferjou là-dessus, sur le bon timing pour annoncer ce grand plan de redressement qu'il nous promet. Parce que quand on démarre aussi loin de l'échéance, c'est effectivement compliqué de tenir les futurs électeurs en haleine.
D'autant qu'Édouard Philippe est dans une espèce d'entre-deux où il essaye d'occuper le terrain et de dire des choses, mais en disant surtout pas grand-chose. Et la stratégie du temps long, moi je l'appellerais surtout la stratégie de l'évitement. Et je pense qu'il a un calendrier qui est pas facile parce que pour garder la mairie du Havre, il va être obligé de rester centre-gauche compatible parce que au Havre, il peut être menacé par la gauche radicale en quelque sorte. Donc s'il veut être réélu, il faut que les électeurs de centre-gauche à minima ne votent pas contre lui. Et ça, ce sont deux agendas difficiles parce qu'au niveau national, on voit bien qu'il y a plutôt une droitisation de l'électorat, enfin une droitisation, en tout cas une attente d'affirmation de discours déterminés de droite chez les électeurs de droite. Oui. Et au niveau local, il faudrait qu'il fasse l'inverse. Et comme je ne crois pas qu'Édouard Philippe ait jamais démontré un très très grand sens politique, il est plutôt en quelque sorte en situation d'attendre. C'était déjà ce qui se passait pendant la campagne Juppé, dont il était l'un des piliers avec Gilles Boyer. C'était surtout tant que les sondages nous mettent en tête, ne bougeons pas. Et c'est un peu ce qui, à mon sens, est en train de se reproduire à nouveau. Avec Tam, il y a un baromètre là, qui est intéressant, qui est sorti dans Paris Match, le baromètre IFOP fiducial pour Match et Sud Radio. On voit quand même beaucoup de présidentiables qui dévissent. Quelles leçons on peut en tirer? Est-ce qu'il peut, finalement, ça déroule pas un terrain pour une personnalité sortie d'ailleurs, quoi, qui n'est pas dans le disque dur des Français depuis des années? Vous voyez ce que je veux dire? J'observe qu'en tout cas, ça montre une lassitude des Français vis-à-vis de la façon dont se tient actuellement la vie politique, qui est ressentie par absolument tous les politiques sur l'immobilisme, les textes qui n'ont pas grand intérêt, les réformettes, l'impression qu'on arrache des pattes de mouche. J'observe que dans le sondage, il y a une personnalité qui s'en sort et qui est un peu qui sort un petit peu du lot, c'est quand même François Ruffin. Donc je trouve que c'est quand même une personnalité qui a été un peu hors système, mais qui est rentrée dedans. Est-ce que ça peut correspondre à ce qui est recherché dans sa capacité quand même à parler un petit peu plus franchement, à savoir à l'ancien journaliste, etc. Enfin moi je pense que dans le sondage, c'est en tout cas celui qui s'en sort très vite parce qu'il y a encore plein de thèmes. De renouvellement. Je renvoie à la présidentielle 2007. En 2006, les sondeurs s'arrachaient les cheveux, ils testaient 6 ou 7 socialistes de mémoire. Là, c'est la même chose. Tout est nouveau. Ouais, tout est nouveau. Allez, ce qui va forcément rythmer nos débats à partir du mois de septembre. On reprend l'antenne le 1er septembre en direct, mais d'ici là, il y aura évidemment des meilleurs moments de l'émission. On ne va pas complètement quitter l'antenne, mais vous pouvez noter sur vos agendas, 1er septembre, on revient en direct et on va forcément beaucoup parler de la menace de censure contre le gouvernement Bayrou. Avec cette question, va-t-il de nouveau obtenir une forme de mansuétude du Parti socialiste? Pour l'instant, sur son projet de budget, c'est mal parti. Écoutez. C'est à François Bayrou de nous dire et ses ministres quelles sont les marges de négociation, quelles sont les marges de discussion. Je vous dis en tout cas, c'est que en l'état, ce budget est impossible pour nous, est inacceptable pour nous. Donc soit le gouvernement modifie considérablement sa copie et prend en compte nos demandes de justice fiscale, nos demandes de laisser de côté toutes les mesures qui font porter un effort sur les classes populaires et les classes moyennes, soit sinon il y aura une censure, comme nous l'avons fait pour Michel Barnier, nous pouvons le faire à nouveau. Anne-Charline Bézina, vous avez choisi de nous parler de cette perspective de censure d'un gouvernement Bayrou qui tomberait quand, tiens, d'ailleurs, pour vous? Eh ben c'est la grande question en effet, et suivant quand est-ce qu'elle tombe, à mon avis, elle peut ne pas avoir la même saveur. Moi, j'imagine mal qu'elle tombe au début de la négociation budgétaire. J'imagine qu'on sera à nouveau sur un scénario comme celui de Michel Barnier en fin de mois de décembre, mais encore une fois avec peut-être la même saveur, vous savez, de deal jusqu'à la dernière ligne droite, qui finalement donne le sentiment que tout ce qui est construit peut être déconstruit. Et j'ai peur que cette motion de censure-là, elle soit encore plus difficile à faire passer aux Français, parce que qu'est-ce qui viendra ensuite? Est-ce que la menace de dissolution sera effective et est-ce que cette dissolution changera vraiment quelque chose à la donne parlementaire? Est-ce qu'on se lance à nouveau dans des élections législatives 15 jours avant les élections municipales? Est-ce qu'il y aura des deals dans cette motion de censure qui seront en fait un peu ceux des municipales? Comment est-ce qu'on pourra faire de la coalition au Parlement si on ne le fait pas pendant les municipales, et comment est-ce qu'on peut le faire si on ne le fait pas sur le budget? Enfin, je pense vraiment que c'est pas la même que l'année dernière, et en plus, comme tout passe et tout lasse, l'idée qu'on soit encore sur une loi de finances spéciale ou encore sur les mêmes cuisines que celle de l'année dernière, j'ai peur qu'on soit vraiment dans une période de décrochage de la confiance des Français qui est attestée par tous les sondages d'opinion d'ailleurs, qui soit vraiment fatale sur cette motion-là. Donc je la surveille comme une forme de crise de régime. Ouais.
Yael Gauze, les politiques ne prennent jamais de vacances. C'est ce que vous publiez il y a quelques années chez Plomb. Ça ne me rajeunit pas non plus, moi. ça sera le cas cet été, vers beaucoup de négociations, de tractations, notamment avec le PS. Ce serait un chapitre incroyable à écrire, parce que 15 juillet, on a donc, ça y est, le plan, il a été fait pour ça, pour que tout l'été, ça infuse, pour qu'il y ait de la négo en coulisses, pour que les Français eux-mêmes, un peu, vous savez, la théorie de la dinde à Noël, où en repas de famille, on parle un peu de la vie publique et de ce qu'on veut pour la France. Là, c'est le moment aussi de se dire, alors peut-être avec de la colère, le sentiment d'injustice, mais ça va faire parler pendant 3 mois. C'est la copie V1 pour l'instant, mais la copie finale, on verra dans 3 mois. Et juste pour rebondir sur ce que disait Anne-Charlène, la non-confiance des Français, c'est une chose, mais il y aurait double censure, à mon sens. Censure politique et censure des marchés financiers. Alors justement, on va en parler des marchés financiers, parce que je voudrais, peut-être qu'ils vont mettre tout le monde d'accord, et que les politiques devront finalement se plier à ce que les marchés financiers décideront. Regardez le compteur de la dette, ça va devenir, je crains que ça devienne un récurrent de Sens Public. On a ce site qui propose de voir, voilà, là, ça c'est la dette publique de la France qui déroule en temps réel. On est à 3 393 milliards, et c'est évidemment François Bayrou dans son discours qui disait c'est plus de 5 000 euros par seconde. Et depuis, ça a été vérifié par un certain nombre de confrères. On est même plutôt plus près des 5800, bref, c'est vertigineux. Et ça, Jean-Sébastien, c'est l'événement que vous avez, vous, choisi. C'est-à-dire des marchés financiers qui pourraient quoi sonner le tocsin, en quelque sorte ? Mais en tout cas, il y a une vraie pression des marchés obligataires, oui, des marchés de la dette. Parce que vous savez, moi, ça me fait penser un peu aux Gaulois qui avaient toujours peur que le ciel leur tombe sur la tête. Et la dette, c'est un peu ça en France. On a peur, mais on n'y croit pas vraiment. Parce qu'on voit bien dans Astérix et Obélix qu'à aucun moment, ils n'envisagent véritablement que le ciel leur tombe sur la tête. Et bien pourtant, là, nous sommes dans une situation où des morceaux de ciel, en tout cas, pourraient commencer à nous tomber sur la tête. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien comprendre que la dette, c'est un produit financier. Et qu'en l'état, pour les gens qui veulent placer des liquidités, ils ne croient pas tellement à l'économie réelle. Donc, ils préfèrent acheter des bons du trésor, des obligations, parce qu'ils se disent même au pire, si la France me remboursait que 95% de ce que je lui ai prêté, j'ai quand même 95%, alors que si j'investis dans une usine, je peux me retrouver avec beaucoup moins, et en plus avec des procès et beaucoup d'ennuis. Sauf que là, sur ce produit financier-là, sur la demande de la dette, il va y avoir des concurrents qui arrivent. Parce que jusqu'à présent, il y avait un peu une pénurie pour les gens qui demandaient de la dette, qui voulaient acheter de la dette pour placer leur argent. Parce que l'Allemagne, finalement, vend assez peu de dettes. Les États-Unis, ils en font, mais pas suffisamment. Et vous voyez bien que les gens, ils vont pas aller acheter de la dette chinoise, de la dette russe, de la dette saoudienne, parce qu'il y a beaucoup trop d'instabilité, d'incertitude juridique. Et donc là, la dette française, elle risque soudainement d'entrer en concurrence avec des dettes mieux notées que nous. Et on voit maintenant, c'est déjà le cas, vous regardez les taux, la France commence à s'endetter plus cher que l'Espagne ou que la Grèce, parce que notre situation inquiète les marchés. Et je crois que François Bayrou, d'ailleurs, en est conscient, parce qu'à mon avis, il s'est adressé au moins autant aux marchés financiers qu'aux Français avec cette intervention cette semaine. Et donc, la menace qui peut peser sur la politique l'année prochaine, c'est vraiment ça, parce que le jour où il y aura un vrai raidissement sur les marchés, la charge de la dette, ça va faire très très mal. Un mot là-dessus, Mickaël Darmon. On va tout simplement se rappeler le calendrier. Si à la rentrée de 2025, il y a une censure, voire une dissolution, le quinquennat est tout simplement terminé. Parce que, tout simplement, supposons même qu'il y ait une censure sans dissolution, ça veut dire un nouveau gouvernement, en tout cas un nouveau chef du gouvernement, et qui forcément va vouloir faire un nouveau discours de politique générale, qui va devoir tenter de faire passer le budget. On sera ensuite à 1 an de l'élection présidentielle. C'est terminé. Et d'ailleurs, les sondages qu'on a évoqués tout à l'heure montrent bien que les Français sentent bien, à travers les personnalités qui sont aujourd'hui aux commandes, qu'ils vont attendre. Ils vont attendre, et on va rentrer dans cette période-là où on va devoir remettre sur la table, pour le débat présidentiel, tout ce qui n'aura pas été fait, et faire le bilan également de cette lente décomposition. Édouard Philippe avait vu cette formule de la poutre qui travaille. Je pense que la poutre s'est cassée et est tombée. Voilà. Et de ce point de vue-là, elle est tombée sur les Français. Alors, on a déjà évoqué les municipales, on a évoqué à l'instant la dette, on a évoqué la motion de censure. Il m'en manque une question. Évidemment, le procès en appel de Marine Le Pen. Et vous avez choisi, Yael, un autre événement. Puis ensuite, on terminera avec 3 personnalités politiques. Je fais mon teaser, Bruno Retailleau, François Hollande et Emmanuel Macron. Et vous avez choisi de nous emmener au Brésil. À Belém. Belém, à partir du 10 novembre, c'est la COP 30. Alors,
Vous êtes un mauvais élève parce que j'avais dit politique française, mais en fait, de cette COP 30 et de ces enjeux, ça permet aussi de parler de quoi ? De l'ambition environnementale de la France, on peut dire ça ? Exactement, parce qu'on a vu Emmanuel Macron jouer évidemment le contre-pied total, comme en 2017 avec Trump. Oui. On accueille des réfugiés scientifiques, pas des réfugiés climatiques, mais scientifiques, notamment à l'université d'Aix-en-Provence, créer un statut spécifique. On a vu le sommet des océans où il a voulu reverdir sa fin de quinquennat, Emmanuel Macron, et pourtant on voit à quel point c'est compliqué. Au sein même du gouvernement, on a assisté à des duels homériques, enfin, c'est presque même plus du couac, c'est des gens qui devraient même plus pouvoir cohabiter ensemble. Agnès Pannier-Runacher d'un côté, ministre de la Transition écologique, Bruno Retailleau de l'autre, ministre de l'Intérieur, s'écharper sur faut-il arrêter vers un moratoire sur les énergies renouvelables. Ouais. Ce qui, entre parenthèses, est un positionnement de l'éolien tactique. Et du photovoltaïque, pour être un peu plus précis. La fin des subventions publiques, voilà. Du côté de Retailleau. Mais effectivement, il y a deux points de vue ou deux idéologies totalement opposées. Donc une COP 30 en plein backlash écologique au niveau bruxellois, Parlement européen, où c'est très net. D'ailleurs, c'est le RN qui va être en charge de l'orientation climatique au Parlement européen. Et ça, ils veulent en faire une tribune sur l'écologie punitive, l'orientation 2040. Et puis en France, évidemment, avec une succession de lois. Vous les avez vues passer au Sénat, la loi du plomb, évidemment, la loi qui a supprimé les ZFE, les ZAN. Voilà. Donc on est dans un moment charnière paradoxal, parce qu'à chaque fois qu'il y a une canicule, on se redit ça va pas, il faut tout changer. Et puis dès que la canicule est passée, on revient à as usual, business as usual, donc lock up. Allez, on termine avec nos trois personnalités. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est un dernier débat en direct de Sens Public avec les éditorialistes qui vont m'accompagner tout au long de la saison prochaine. Tam Tranui, Mickaël Darmon, Yael Gauze, Anne-Charlène Bézina et Jean-Sébastien Ferjou. Et Tam, votre personnalité, alors c'est pas très original, hein, franchement. Hein. Mais j'avais proposé des trucs beaucoup plus originaux, mais c'est vous qui avez choisi. C'est moi qui ai choisi Bruno Retailleau. Un tacle, on écoute Bruno Retailleau. Ce que j'ai proposé, c'est qu'on puisse, jusqu'en mois de septembre prochain, travailler avec le groupe parlementaire du Sénat, le groupe parlementaire de l'Assemblée, avec notre mouvement, pour faire des propositions. Il est hors de question, nous sommes un parti de gouvernement, il est hors de question de protester sans proposer. Et nous, l'idée, c'est qu'on puisse, sur un certain nombre de points, par exemple, sur les fameux 2 jours fériés, obtenir une formule sur lequel on mettrait plus de travail dans l'économie, mais aussi en valorisant ce travail. Donc il faut qu'on fasse ces propositions ensemble. Et alors je vais m'appuyer sur votre expérience de journaliste parlementaire. Est-ce que vous voyez une métamorphose de Retailleau ou pas, finalement ? Alors moi, je trouve qu'il ne change pas d'un iota par rapport à ce qu'il a toujours été. Et je trouve que c'est sans doute une des choses qui fait vraiment sa particularité. Moi, je le reconnais. Je le connais depuis maintenant une quinzaine d'années. Je l'ai vu évoluer. Pourtant, il a même changé de famille politique, puisqu'il était à l'extrême droite, non inscrit au début au Sénat, au début des années 2010, avant de devenir patron de LR, maintenant ministre de l'Intérieur. Mais je n'ai pas l'impression que son logiciel, il ait tant changé que ça. Alors, Bruno Retailleau, pourquoi est-ce que je pense que c'est une personnalité à suivre l'année prochaine ? Parce que la question, c'est combien de temps va-t-il pouvoir rester ministre de l'Intérieur alors qu'il est patron de LR ? Le ministère de l'Intérieur, ça a été sa rampe de lancement médiatique pour obtenir une stature nationale, pour arriver à conquérir le parti. Mais bien sûr, il y a un moment, il va devenir l'ennemi de l'Intérieur. C'est ce que vous avez commencé à dire, Yael, en disant oui, il est quand même pas d'accord avec le reste du gouvernement sur un certain nombre de sujets. Et d'ailleurs, même, il a envie de forcer le trait, parce que bien sûr, il pense à 2027 et pas seulement quand il se rase. Et il a quand même besoin maintenant d'avoir une voix propre, LR. Et ça reflète d'ailleurs le positionnement bizarroïde de LR qui n'est ni dans le socle commun, ni tout à fait extérieur, et qui est vraiment à la frange. Donc ça dit aussi quelque chose de ce bloc qui se délite et qui a été amené à gouverner ensemble que contraint par les circonstances. Oui, effectivement. Anne-Charlène Bézina, si je me souviens bien, dans une interview il y a quelques mois, j'ai plus la date en tête, mais Bruno Retailleau avait posé la question de l'état de droit et de la capacité de le remettre en question. Puis après, il était un peu revenu en derrière en disant bon, c'est pas l'état de droit, mais c'est l'état du droit. Mais ça va être un enjeu quand même important dans son positionnement politique à l'avenir. Alors c'est vrai, et notamment à mettre en parallèle avec les RN dont on a parlé, qui ont vraiment ce logiciel anti-juge. En fait, on se rend compte que le parti LR met
pas uniquement dans la voie de Bruno Retailleau, hein, avec Laurent Wauquiez, etc., maintenant adopte aussi une posture très borderline par rapport à l'état de droit. Il y aurait en fait des empêchements juridiques à saisir une question politiquement, et ça c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel au niveau du gouvernement il a été obligé de revenir, mais est-ce que ça fera partie par exemple de son programme de campagne en tant que candidat de dire eh bien justement je veux sortir de certains systèmes juridiques, etc. On sait que d'ailleurs quand il a été candidat à la présidence des LR, il avait déjà proposé par exemple la diminution des pouvoirs du Conseil constitutionnel, donc ça m'étonnerait pas que ça puisse faire partie de ses enjeux de campagne futurs. Oui, et grâce à Elsa Dariula, voilà, on a retrouvé la date. Le journal, c'était le JDD et la citation. 30 septembre, l'état de droit, ce n'est pas intangible ni sacré. Jean-Sébastien Ferjou, est-ce que ça, pour vous, ça trouve une résonance auprès des Français, ce discours-là? Ça va contre le sentiment d'un blocage des politiques, vous voyez ce que je veux dire? Oui, et je ne crois pas du tout qu'il y ait d'attente de la part des Français de revenir sur l'état de droit ou sur le fait que nous vivions dans un régime démocratique. Je pense que les Français sont très attachés à ça, même s'ils peuvent exprimer par ailleurs une lassitude démocratique, au sens où ils voient que notre démocratie est passablement bloquée. Mais je ne crois pas que les LR soient borderline par rapport à l'état de droit, pour revenir sur ce que disait, Anne Charlène. Ils constatent simplement, et je pense que ça entre en résonance avec une vraie préoccupation des Français qui ont l'impression que de toute façon, quel que soient les choix électoraux qu'ils font, il y a désormais des blocs de constitutionnalité et des magistrats, que ce soit au niveau national, au niveau du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel, ou au niveau européen, de la Cour européenne des droits de l'homme ou de la Cour de justice de l'Union européenne, qui finalement restreignent tellement la souveraineté du peuple que ça en vient à être une autre forme de mise en danger de la démocratie, parce que je crois que depuis 1945 on a voulu préserver la démocratie des emportements populaires, mais qu'on est allé tellement loin qu'on est en train de l'asphyxier. Et donc je pense qu'il y a des gens qui à droite effectivement essayent de porter cette préoccupation-là, certainement pas en voulant revenir sur l'état de droit, et moi je trouve que quand Bruno Retailleau avait employé cette expression-là, c'était très très maladroit de sa part, mais effectivement en disant on peut revenir sur l'état du droit. Alors, ça fait réagir évidemment en plateau. On a encore deux personnalités, mais on va y arriver. Il nous reste François Hollande. Mais qui a choisi François Hollande? Et puis Emmanuel Macron. Alors, je fais très vite. Là, je vote pour Anne Charlène, qui sur la thèse d'Anne Charlène, oui. Parce que si vous voulez, quand aujourd'hui Nicolas Sarkozy n'a aucune gêne à inviter Jordan Bardella à prendre le petit déjeuner, à prendre le café, dans ses bureaux de la rue de Miromesnil, pour le remercier quelque part de l'avoir soutenu sur la Légion d'honneur, Jordan Bardella qui lui-même n'a aucun complexe avec l'état de droit. Il y a une alliance là anti-juge qui est manifeste, puisque les deux sont concernés, les deux subissent des procédures judiciaires, à la fois Nicolas Sarkozy et les élus RN en ce moment. Non, je pense que ça annonce effectivement des débats très houleux en 2026-27 sur faut-il changer la Constitution, comment, par l'article 11 ou pas, ce qui serait extrêmement dangereux. Alors, sera-t-il une des personnalités de la prochaine année? François Hollande, écoutez-le, tiens, justifier sa candidature Nouveau Front Populaire, c'était il y a un an aux législatives en Corrèze. Demain peut être un jour particulièrement sombre. Alors, je suis arrivé à un moment de ma vie où mon destin est accompli, où je ne suis mu par aucun intérêt personnel et où je suis dans l'obligation de servir la France et les idéaux qui sont les nôtres. J'ai donc considéré que je devais participer à la campagne du Nouveau Front Populaire. Je ne l'ai pas fait individuellement, je le fais dans un esprit collectif. Et j'appartiens à cette dynamique-là. Jean-Sébastien Ferjou, c'est vous qui avez choisi François Hollande. J'avoue avoir été un peu surpris. Expliquez-nous. Oui, je pense que François Hollande est toujours l'homme qu'on ne voit pas venir ou qu'on ne voit pas en l'occurrence revenir. Alors je suis d'accord avec ce qu'expliquait Tam tout à l'heure sur Bruno Retailleau. Moi je pense on va revenir plus vers un rapport gauche-droite et que dans ce jeu-là, Bruno Retailleau d'une part et François Hollande sont les mieux placés. Déjà parce que quand on regarde l'élection de 2022, il y a eu un phénomène de vote utile, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'électeurs qui envisageaient de voter pour Valérie Pécresse, pour Éric Zemmour, pour X ou X candidats, pour Yannick Jadot, qui se sont reportés directement dès le premier tour vers leur choix de deuxième tour parce qu'ils avaient très très peur. Alors pour les uns d'un deuxième tour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, pour les autres d'un deuxième tour, Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Et je pense que dans le jeu politique, il y en a qui
sauront essayer de se positionner là-dessus, que François Hollande est le meilleur tacticien de la vie politique française, mais c'est par pure élimination. Hein. Il y a deux stratégies. Il y a un Bruno Retailleau qui essaie d'incarner une forme d'espoir. Alors après, parviendra-t-il à unifier la droite là-dessus? C'est un vaste débat. Et François Hollande qui est sur une stratégie beaucoup plus modeste en quelque sorte, qui est la stratégie du plus petit dénominateur commun. Parce qu'on a parlé de François Ruffin tout à l'heure, mais François Ruffin, moi je ne vois pas comment, quoi qu'en disent les sondages aujourd'hui, il pourrait arriver à séduire aussi bien une gauche social-démocrate, voire des déçus du centre-gauche macroniste que la France insoumise. Il a tenu des propos qui ont heurté à la France insoumise, notamment quand il parle des immigrés. Alors après, on peut les partager ou non, mais en tout cas, on voit bien qu'il est loin d'avoir une popularité simple. Dominique de Villepin, on en a parlé. Moi, je veux bien que quand on a vocation à être champion de la droite, on a sa candidature chez Louis Plenel, mais ça me paraît quand même être un peu contre nature, entre guillemets. Et on a oublié à quel point, d'ailleurs, Dominique de Villepin avait été écrasé par Nicolas Sarkozy en 2007, et que ça n'était pas que la lutte entre les deux hommes, c'était aussi très politique. C'était aussi la droite qui était... Merci beaucoup, parce qu'il nous reste une personnalité, c'est celle que vous avez choisie, Michaël Darmon, c'est l'actuel locataire de l'Élysée, Emmanuel Macron. Vous pariez sur une sorte de tournée d'adieu, c'est ça en quelque sorte, qui a déjà commencé ou qui va commencer? Elle va se passer de fait de manière institutionnelle. Nous aurons le dernier 11 novembre, qui sera donc à la rentrée, puis on ne sait pas s'il sera férié ou pas le prochain 8 mai. Il y aura encore beaucoup de les derniers vœux, les avant-derniers vœux, ceux du 31 décembre. Et à chaque fois que maintenant le président de la République va prendre la parole ou prendre des décisions, on aura peut-être la dernière décision de dissolution ou pas, ou de nomination d'un nouveau dernier, très certainement, un gouvernement avant son départ. Et on va à chaque fois maintenant commencer à poser les grandes réflexions sur le bilan de cette décennie Macron. On va commencer à appeler aussi la décennie Macron. Qu'est-ce qu'on aura vécu? Il aura scénographié la contradiction par le en même temps, mais il aura été percuté par toutes les crises. Il aura promis de mettre la France dans la nouvelle ère, mais peut-être aura-t-il été le dernier représentant d'un monde ancien. On va voir effectivement dans quelle mesure la France aura changé avec lui, et effectivement dans quelle mesure le macronisme, le dépassement, va-t-il lui survivre à tout simplement au fait qu'il va quitter le pouvoir. Donc oui, ce sera à chaque fois quelqu'un qui va générer beaucoup de questions et beaucoup de bilans et de belles réflexions. Un autre sujet, c'est qu'il va rester un personnage de la politique, on a quand même senti qu'il cherchait à potentiellement pouvoir revenir en 2032. Donc, c'est son discours devant les jeunes macronistes. Devant les jeunes macronistes. Voilà. Moi, pour vous qui allez devenir soixantenaire, rappelons qu'Emmanuel Macron n'est que dans sa quarantaine. Donc, il a encore 10 ans devant lui. Ça va se passer comme ça la saison prochaine. Non, mais c'est vrai qu'on a parlé de plein de revenants potentiels qui ont plus de 70 ans. Lui, il a encore largement le temps devant lui. Et puis, moi, j'ai quand même parfois l'impression que les Français peuvent être un peu amnésiques. Donc parfois, on peut détester quelqu'un et le réadorer. Il est venu par un système, c'est de réussir là où tout le monde a échoué. Souvenez-vous, on disait, on n'est jamais réélu hors cohabitation. Et il a remarqué que personne n'a jamais réussi à revenir. Anne-Charlène, un dernier mot. 20 secondes. Oui, il y a une petite anecdote qu'il faudra absolument surveiller, c'est va-t-il ou non siéger au Conseil constitutionnel? Parce qu'on rappelle quand même que les anciens présidents sont normalement membres à vie, donc il a une retraite assurée s'il a envie de ne pas faire grand-chose. Merci beaucoup, merci Anne-Charlène, merci Jean-Sébastien, merci à tous ici en plateau, Yael, Michaël, Tam évidemment, je serai ravi de vous retrouver dès le 1er septembre, la Dream Team des éditorialistes de Sens Public. Ça donne envie de refaire peut-être des débats comme ça entre vous à quelques occasions la saison prochaine, on verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était notre dernier direct de la saison. Je voudrais vous remercier toutes et tous pour votre fidélité, parce que ça tombe bien, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à suivre Sens Public, notamment depuis qu'on est sur le canal 8 de la TNT. Je voudrais remercier Perrine Tarnot, la directrice de l'information de Public Sénat, Elsa Dariola, la rédactrice en chef, les programmateurs Aude Fauvel et Louis Heinrich, et puis notre stagiaire Cyprien Rousseau. C'est toujours dur, le destin de Sens Public, c'est de voir les stagiaires partir comme ça tous les 6 mois. Donc il y en aura un nouveau ou une nouvelle peut-être d'ailleurs à la rentrée. On vous laisse pas tout seul, il y aura des best-of pendant cet été. En tout cas, merci encore. Merci aussi à toutes les équipes techniques, toutes les équipes éditoriales de Public Sénat. C'est toujours un bonheur de travailler avec vous. Rendez-vous donc le 1er septembre. On sera là pour la 5e saison de Sens Public. Ça passe vite. Merci beaucoup. À très vite.